J'ai perdu mon micro. Voilà. L'œil de l'expert, pardon. C'est Christophe Bourseiller. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour Valérie. Historien de l'extrême droite. Vous publiez Le complotisme, anatomie d'une religion. Qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Mais c'est pour vous présenter, juste une seconde. Parce que j'ai fait tomber mon thé et donc c'est pas bien. Oui. Voilà. Donc je fais le ménage en même temps. Non, ça n'a strictement rien à voir. Mais vous êtes un spécialiste. Ce matin, je vous ai demandé de venir pour commenter ce premier tour de l'élection présidentielle. Et puis on va parler quand même de votre livre qui est formidable sur ce qu'est le complotisme, sur l'histoire du complotisme. Absolument. Parce que ça remonte remonte au XVIIIe siècle. Oui, même avant. Hein, le complotisme en tant que tel. La première théorie du complot en tant que rationalisation de la rumeur, en fait, ça remonte au XVIIIe siècle avec les Lumières et avec la Révolution française. Quand Augustin Baruel dit la Révolution française, c'était un putsch, un coup d'État ourdi par, alors là, tout un groupe de gens, les Juifs, les protestants, les francs-maçons, le tout dirigé par les Illuminati, eux-mêmes guidés par Satan. Vous voyez, voilà. Je résume les choses. C'est pas mal. Donc, rien n'arrive jamais par hasard. C'était effectivement le complot. Qui existe depuis longtemps. Vous dites l'assassinat de César par Brutus, il y a eu des vrais complots. Il y a toujours eu de vrais complots. C'est bien la question. La différence entre le complot et le complotisme, c'est que les complotistes vont vous dire qu'il y a un vrai complot. Alors, ce qui fait la différence, c'est que les théories du complot, vous vous apercevez que les complotistes n'apportent jamais de preuves. Les vrais complots, il y a des preuves. Par exemple, puisqu'on est en 2022, on sait qu'en 1962, l'OAS a véritablement comploté contre le général de Gaulle pour l'assassiner au Petit Clamart. On sait qu'en 1972, Richard Nixon a vraiment comploté contre la démocratie quand il a fait cambrioler le siège du Parti démocrate à l'immeuble du Watergate. Mais par contre, pour savoir si les extraterrestres nous ont envahis, pour savoir si l'attentat du 11 septembre, c'est le gouvernement américain qui s'est lui-même autodétruit, là, il n'y a pas de preuves. Oui, enfin, si, il y a toujours des preuves. Non, il y a des éléments de doute. C'est pas pareil, des éléments de doute. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire douter de tout ce que vous voulez, mais où sont les preuves? Vous savez, je suis historien. Un historien doit administrer des preuves, sinon tout ce qu'il dit ne tient pas la route. Et donc, si vous n'avez pas de preuves, moi, je suis prêt à tout entendre. Mais il me faut des preuves. On m'a dit il y a quelque temps que tous ceux qui avaient subi 3 doses mourraient dans 10 ans. Oui. Donc j'étais bien embêté parce que j'ai mes 3 doses. Alors voilà. Mais en même temps, j'ai dit, vous avez des preuves? Alors on dit oui. Alors un obscur docteur thaïlandais sur un site de Tuvalu. Donc je suis désolé, c'est pas une preuve valable. On va vous répondre pourquoi on ne croirait pas le médecin de Tuvalu. Écoutez, pourquoi on croirait davantage l'Organisation mondiale de la santé? C'est la base même du complotisme. Je ne fais plus confiance aux sachants. Oui, c'est ça. Je pense que tout ce qu'on me dit est faux, donc je vais me réinformer ailleurs. Le problème, c'est que je vais me réinformer dans des sources non vérifiables et donc beaucoup plus floues encore et encore moins fiables que celles des médias traditionnels. Vous êtes également l'auteur de documentaires sur la chaîne Histoire où vous décryptez les théories du complot. Et dans ce livre, il y a une dizaine, combien je ne les ai pas comptés, de portraits de complotistes. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de gens disent, et ils ont peut-être raison, que c'est devenu une insulte complotiste, c'est-à-dire qu'on va traiter de complotistes tous les gens qui pensent différemment. Or moi j'ai dit ok, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un complotiste? Qu'est-ce que c'est vraiment que le complotisme? Moi je ne traite pas de complotiste une personne qui s'élève contre le gouvernement ou qui ne veut pas se faire vacciner. Je traiterais de complotiste quelqu'un qui développe une théorie du complot. Oui, mais la nuance elle est parfois... la nuance elle est très forte, je veux dire, elle est très forte. Si vous refusez de vous faire vacciner parce que vous n'aimez pas les vaccins, que vous êtes par tradition anti-vaccin, c'est votre droit le plus strict. Si vous pensez que le vaccin tue plus que la maladie et qu'on nous inocule des nanopuces animées par la 5G quand on nous vaccine, je crains que vous ne soyez un peu complotiste. On y reviendra encore une fois. Donc il y a un certain nombre de portraits de complotistes qui sont oui, parce que j'ai voulu aller à leur rencontre. J'ai voulu aller à la rencontre des vrais producteurs de théories du complot, parce que je me suis aperçu que ceux qui leurs ennemis disent toujours que ce sont des malfaiteurs, que ce sont des escrocs, des gens qui manipulent. Et en fait, j'ai découvert que c'était des gens d'une très grande sincérité. Alors, c'est des gens qui, à mon sens, souffrent d'un syndrome paranoïaque, puisque le complotisme, c'est de la paranoïa collective. Mais en même temps, je dois dire que c'est vraiment des gens qui croient dur comme fer dans leur vision du monde. Et donc, j'ai voulu expliquer leur démarche, leur parcours biographique, si vous voulez, qui sont souvent marqués par une fracture à un moment donné. Oui, et on retrouve les Illuminati, les extraterrestres. Alors ça, c'est les théories du complot.
pousser. Je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen. Vous avez peut-être entendu. Vous êtes un spécialiste de l'extrême droite. Des extrêmes droites. Des extrêmes droites. Et cette question, est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite? Ça dépend où vous mettez le curseur de l'extrême droite. Oui. En ce qui me concerne, je considère que qu'est-ce qu'un extrémiste? C'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait la différence entre l'extrémiste et tous les autres, c'est que l'extrémiste veut la révolution. S'il est d'extrême gauche, il veut la révolution prolétarienne. S'il est d'extrême droite, il veut la révolution nationaliste ou la contre-révolution ou le coup de force. Marine Le Pen n'entre pas dans ces cases. Donc, pour moi, Marine Le Pen, elle relève du populisme, d'un populisme qui s'ancre historiquement et lointainement, indéniablement dans l'extrême droite, puisque le Front National a été créé en 1972 par le mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau, et que Le Pen d'ailleurs n'est arrivé que plus tard dans cette organisation. Donc je ne considère pas personnellement Marine Le Pen comme étant aujourd'hui classable à l'extrême droite, à partir du moment où je pense au contraire qu'elle est plutôt une populiste ancrée à l'extrême droite. Pierre-André Taguieff disait joliment une nationale populiste. Donc je pense qu'elle relève plus du populisme qu'autre chose. Ce style politique qui n'est pas une idéologie. Vous savez, le populisme, c'est un style. Tout le monde peut adopter le style populiste, quelle que soit la provenance idéologique. Parce que, au fond, le populisme, il y a 3 paramètres de base que je vous livre tout simplement. D'abord, le peuple contre les élites. On va dresser le peuple contre les élites. Ensuite, des réponses simples à des problèmes complexes. Renvoyer les immigrés pour lutter contre le chômage, etc. Et puis ensuite, dernier paramètre, il n'y a pas de populisme sans un leader charismatique. Et il semble bien que Marine Le Pen aujourd'hui est ce leader charismatique que Zemmour n'était pas. Oui, mais il a réussi tout de même à fédérer Éric Zemmour autour de lui. Zemmour a quand même raté largement son pari, parce que Zemmour avait un double pari très clairement. Le premier pari, c'était faire exploser Marine Le Pen en vol et se débarrasser d'elle. Et le deuxième pari, c'était faire exploser la droite en vol. Alors il a tout fait pour récupérer des lieutenants de Marine Le Pen. Il a mis en scène de très nombreux ralliements, y compris la nièce Marion Maréchal. Mais là, je veux dire que Marine Le Pen a quand même très très bien joué, a mené une campagne électorale assez étonnante. Moi, quand j'ai vu à quel point elle réagissait, la façon dont elle réagissait aux attaques dont elle était la victime, c'était intéressant de voir son comportement. Et puis elle a joué une carte politique qui fonctionne, qui est celle qui a été théorisée par Jérôme Sainte-Marie dans Bloc contre Bloc. C'est l'idée du bloc populaire contre le bloc entre guillemets élitaire, et ça fonctionne mieux que l'union des droites, parce que en 2022, gauche-droite, ça n'a plus le sens que ça avait auparavant. On est dans quelque chose de très différent. On est maintenant dans une espèce de redéfinition des cadres. Alors il y a toujours de façon rémanente une gauche et une droite. On voit bien par exemple une gauche qui s'est réveillée avec Mélenchon, une droite qui est quand même toujours là, localement, régionalement enracinée, mais on voit bien qu'en réalité, il y a un processus de mutation qui est en cours. Oui, elle a changé, Marine Le Pen, ou pas? Vous qui suivez, elle a changé. Le Front National, le Rassemblement National. Tout à fait. Depuis qu'elle a pris le pouvoir au Front National et qu'elle l'a transformé en Rassemblement National, elle a tout fait pour se dédiaboliser. Par exemple, vous observerez qu'elle n'a plus jamais prononcé les petites phrases dont son père était coutumier. Elle a viré beaucoup d'éléments d'extrême droite, pas tous, mais enfin, elle en a viré une grande partie. Et puis, je veux dire que Zemmour l'a aidé, parce que Zemmour l'a aidé, je dirais, à se chiraciser. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à tenir un discours, finalement, disant « je suis une femme, il faut penser aux catégories sociales les plus défavorisées », ce qui n'enlèvait rien. Quand vous regardez ces discours, ces meetings, il y avait quand même la tartine sur l'immigration, on est chez nous, crier la foule, enfin on est quand même dans le populisme. Mais enfin, il y a une chiracisation, et puis comme Zemmour a pris une posture tellement radicale, tellement tellement extrême, que du coup il l'a recentré, Marine Le Pen, qui apparaissait presque comme quelqu'un de modéré, ou quelqu'un finalement dont vous savez, en France on a besoin de prendre l'habitude de quelqu'un, et Marine Le Pen on a pris l'habitude de la voir. Donc là je pense qu'elle a un certain elle est dans une dynamique assez porteuse, d'autant plus qu'il y a un truc qui se passe en ce moment que j'ai pu observer d'assez près avec les insoumis, c'est qu'il y a pas mal d'insoumis qui disent moi j'irai jamais voter Macron, et donc qui disent on va voter blanc.
blanc. Et voter blanc, ça ne peut que favoriser Marine Le Pen, parce que ce sont des votes qui iraient théoriquement en direction de il y a environ 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui iraient voter Marine Le Pen tout de même. Il y a ça aussi. Alors ça, c'est un peu le vote révolutionnaire. Vous savez, il y a des gens qui font, mais moi je les ai entendus, des gens d'extrême gauche qui font un pari audacieux, qui disent si Marine Le Pen passe, il y aura des élections législatives. À ce moment-là, nous, on sera à la pointe du front républicain antifasciste, et donc elle ne gouvernera pas, mais Macron sera hors jeu. Ouais. Donc c'est un billard à 12 bandes. Il y a un billard à 2 bandes, mais que c'est un raisonnement que j'entends, alors là, plutôt du côté de la gauche, voyez. Mais le populisme que vous évoquez en ce qui concerne Marine Le Pen, il concerne aussi Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon coche aussi. Dans l'idée du peuple contre les élites, c'est le même discours. Tout à fait, et le leader charismatique, bien sûr, on est dans une même approche, absolument, mais c'est le monde nouveau, c'est un monde où les choses se redéfinissent de façon différente, et c'est surtout la fin des grandes idéologies qu'on a connues naguère, c'est-à-dire la référence au marxisme, tout ça, où c'est malheureusement peut-être, ou heureusement, je ne sais pas, en train de disparaître. L'abstention profite à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron? Je crois que l'abstention est très très flottante. C'est une abstention. Alors, je n'ai pas précisément la composition sociologique de l'abstention, mais je crois que c'est une abstention de gens jeunes. Et je pense que ça profiterait plus à Marine Le Pen a priori, parce que c'est des gens qui auraient pu voter plutôt Macron, mais qui n'ont pas envie de voter pour lui. Il y a beaucoup de jeunes qui en veulent terriblement à Macron à cause des APL. Vous savez, on en a encore parlé récemment à cause de cette réforme des APL qu'il a déclenchée au début de son quinquennat, et ils ne l'ont pas supporté. Donc, mais là, on est dans quelque chose de très flottant, parce que les abstentionnistes sont capables d'aller voter sur un coup de tête le jour de l'élection. Donc là, on verra. En tout cas, l'abstention, là, pour le premier tour, n'était pas si catastrophique qu'on l'avait prédit. C'est une abstention il y a eu, qui était un peu plus importante que les fois précédentes, mais moins que ce qui était prévu. Moins qu'en 2002. L'argument de l'épouvantail du fascisme, de l'extrême droite, est-ce que c'est un bon argument? On a vu qu'Emmanuel Macron, en tout cas, avait l'intention de s'en servir. C'est de bonne guerre. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a un écho? Ça pouvait fonctionner peut-être à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais avec tout ce que vous avez dit concernant Marine Le Pen, elle a plus cette image-là. Oui, alors elle l'a encore aux yeux de la gauche, c'est-à-dire que ce genre d'argument peut réveiller une partie d'électeurs de gauche qui vont dire moi je suis pas pour Macron, mais il faut tout faire pour empêcher Marine Le Pen de passer. Donc c'est vrai. Et puis il faut bien dire que Marine Le Pen va engager, si elle est présidente, un programme populiste qui s'inspirera de Donald Trump ou de Viktor Orban. Donc indéniablement, on va dans cette direction-là. Si elle est élue, elle ne le cache pas elle-même d'ailleurs. Ça sera un régime autoritaire dans un cadre démocratique, parce que c'est un parti autorisé. Bien sûr, on va vers une démocratie illibérale, comme on dit. Enfin, si Marine Le Pen est élue, ce qui pour l'instant elle est très loin d'être élue, d'autant plus qu'il y a ce fameux butoir des législatives, qu'il faut que si même elle était élue à la présidentielle, parce que les mélenchonistes auraient voté pour elle ou auraient voté blanc, elle risque d'avoir fort à faire avec le premier et le second tour des élections législatives, sachant que c'est un scrutin qui défavorise le Front National ou le Rassemblement National. Donc, vous voyez, elle a plusieurs étapes à franchir. Quand je vous ai présenté et j'ai présenté votre livre, vous dites ça n'a rien à voir. Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que le complotisme ou les complotistes ont une couleur politique? Non, ils n'ont pas de couleur politique, parce qu'en fait, le complotisme, c'est comme ça que je l'identifie, c'est une croyance. Vous dites c'est une religion. C'est une religion, c'est une croyance, c'est-à-dire c'est la croyance, si vous voulez, il y a quelques évangiles que je vous livre très rapidement, Valérie. D'abord, le fait que pour les complotistes, rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard n'existe pas, si vous voulez. Ensuite, pour le complotiste, l'idée qu'il y a un agent démoniaque qui veut nous détruire. Donc il y a quelqu'un qui veut nous détruire. Le Covid, c'est le nouvel ordre mondial qui a inoculé sciemment une arme bactériologique pour détruire la population. Vous voyez, par exemple. Et puis le troisième, évidemment, résultante de tout ça, les médias mentent. Tout ce que disent les médias est faux. Donc c'est ça, vous ouvrez le journal et vous le lisez à l'envers, vous voyez, vous dites tout est faux, donc voilà. Donc si vous voulez, à partir de là, on peut être complotiste en étant centriste, on peut être complotiste en étant de droite, ou être complotiste en étant de gauche. Les complotistes n'ont pas de programme politique, ils proposent pas une société nouvelle, ils se contentent de porter sur le monde d'aujourd'hui un constat épouvantable dans lequel, si vous voulez, si aujourd'hui par exemple il pleut sur Paris, je sais pas quel temps il fait ailleurs, mais il pleut sur Paris, c'est le coup d'un satellite espion
américain téléguidé depuis l'Alaska. Vous voyez, ça peut pas être les caprices de la météo, ça n'existe pas. Vous voyez, la guerre d'Ukraine, c'est par exemple une des théories du complot sur la guerre d'Ukraine, c'est Vladimir Poutine, le libérateur, qui a voulu détruire des biolabs implantés par la CIA en Ukraine. Alors ces biolabs sont des laboratoires biologiques, on imagine, sont censés fabriquer de nouveaux variants meurtriers du Covid-19 pour mieux nous tuer tous. Mais quelle preuve vous avez que c'est pas vrai ? Eh ben comment, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est ce que disent les complotistes. Prouvez-moi que j'ai tort. Voilà. Alors c'est le travail que j'essaie de faire et d'essayer de justement de démonter ce discours qui me paraît dangereux. Parce que moi, je suis pour qu'on s'exprime, je suis pour des idées dissidentes, je suis pour les luttes sociales, tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'il ne faut pas sombrer dans ces espèces d'utopies complotistes qui ne mènent nulle part. Oui, vous expliquez au tout début du livre, dans le préambule, dans l'introduction, effectivement, le schéma immuable qui fait réagir attendez, non, c'est pas ça, c'est l'air de Wilcock qui se livre à une description de ce qu'il faut bien nommer les symptômes, dont voici les principaux oui, alors ça, je parle éléments. De l'extrémisme aussi, parce que je compare l'extrémisme et le complotisme, parce que c'est assez compliqué, parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose, mais il y a des extrémistes qui sont des complotistes, bien évidemment. Il faut lire votre livre, Le complotisme, anatomie d'une religion, aux éditions du CERF. Ceux qui sont en train de râler en disant que s'il y a bien la preuve qu'on nous manipule, etc., je pense ne le liront pas, mais à tous ceux que ça intéresse, c'est un formidable plongée. Voilà, je ne pourrais jamais convaincre les complotistes, puisque ce sont des croyants. Vous n'allez pas convaincre un croyant, quand même. Non, mais c'est vraiment terriblement intéressant, pertinent, et c'est différent. Je trouve qu'accumuler tous ces témoignages, tous ces complotistes, amène quand même à se poser un certain nombre de questions. Ça s'appelle le complotisme, anatomie d'une religion. Christophe Bourseiller, c'est aux éditions du CERF. Merci d'avoir été avec nous et on va continuer à débattre dans un instant. Merci à vous.